l'UDCCAS en fait accompagne les CCAS et les CIAS dans leur politique sociale. Donc souvent la question des mobilités est mise en avant. Quelle que soit la thématique que l'on aborde, que ce soit le vieillissement, que ce soit le non-recours et l'insertion professionnelle par exemple. Donc vraiment, c'est un fil conducteur qu'on retrouve souvent lors de nos groupes de travail, lors de nos journées thématiques. Voilà, c'est pour ça qu'il me semblait intéressant de venir présenter un petit peu le travail que l'on fait avec nos adhérents aujourd'hui à ce forum. Nous, on travaille en groupe de travail, hein, souvent avec un petit groupe d'adhérents, et on a travaillé sur la thématique de l'insertion professionnelle. Et parmi les axes de travail, forcément, la mobilité est intervenue, puisque nous avons beaucoup de petits CCAS qui sont dans les communes rurales. Et donc forcément, pour l'usager, c'est une véritable problématique de se déplacer, d'aller chercher du travail, et puis même pour sa vie quotidienne. Donc voilà, l'insertion professionnelle est un bon exemple, je pense, pour parler de mobilité. Au niveau du territoire du Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Mèche, en partenariat avec la recyclerie Rebond, nous avons mis en place un projet autour de la mobilité, avec la création d'un TUS, d'un transport d'utilité sociale, qui s'appelle Allo Kangourou. C'est un véhicule qui sillonne les 42 communes, les mardis, mercredis et jeudis, et qui véhicule pour maximum 4 € par trajet, donc les habitants du territoire, que ce soit pour aller à leurs rendez-vous médicaux, que ce soit en course ou pour tout simplement rendre visite à de la famille. Depuis peu, les lundis et vendredis, nous sortons du territoire pour aller donc à des rendez-vous médicaux, que ce soit dans les hôpitaux ou des rendez-vous chez des spécialistes. La course maximale, c'est 50 € aller-retour, c'est par exemple pour aller jusqu'à Besançon. Notre TUS a eu 1 an en janvier, donc le bilan, c'est vraiment une première année très positive. On a parcouru plus de 15 000 km. Donc voilà, et ça monte en puissance sans cesse. Chaque mois, on a de plus en plus de bénéficiaires. En fin d'année, on avait plus de 100 bénéficiaires sur un mois. Donc c'est chouette. Alors moi, je suis venue apporter l'expérience en fait du territoire bisontin parce que je m'occupe d'un service qui est dédié au sans domicile fixe. Et dans ce cadre-là, on intervient dans le cadre d'une veille mobile, ailleurs appelée des fois maraude, mais nous, ça s'appelle veille mobile, et qui est la particularité d'être effectuée par des professionnels du social et de la santé, travailleurs sociaux et une infirmière, et donc où l'objectif, c'est d'aller vers les personnes sans domicile qui sont vraiment dans la rue, dans des abris de fortune, dans leur voiture, et de leur permettre d'accéder aux droits. Donc dans un premier temps, il y a un lien social qui se crée, une confiance qui est établie, et à partir de là, si on a fait le choix, là, elle a évolué, hein, la maraude, mais là on a fait le choix qu'elle soit effectuée par des professionnels parce qu'en fait, aujourd'hui, avec les iPhones, avec les tablettes, en fait, ça nous permet de faire toutes les démarches d'accès aux droits sur l'environnement des personnes. Ils n'ont pas besoin, parce que là, il y a toujours une partie des gens qui avaient des hésitations à venir dans notre service. Donc là, ça nous permet d'ouvrir leurs droits, que ce soit carte d'identité, accès aux ressources, accès à la santé, accès à l'hébergement, au logement, dans leur environnement. Et aussi dans le cadre de la politique du logement d'abord, c'est ce que je citais en exemple, de permettre à certaines personnes de la rue de passer de la rue directement au logement sans avoir besoin de venir obligatoirement dans un service social, puisque toutes les démarches vont pouvoir s'effectuer sur leur lieu de manche ou là où ils dorment en fait. On va élargir un petit peu le focus en demandant à de nouveaux intervenants de nous rejoindre. Je demanderai donc à Héloïse Grassi, qui est responsable du CIAS de Mèche, à Karine Boisset, qui est chargée de mission, qui s'occupe de l'union départementale des CCAS du Doubs, de nous rejoindre en présence de notre vice-présidente Sylvie Vanlin, qui est vice-présidente du CCS de Besançon, mais qui est également présidente de l'union départementale des CCS. Odile Galli, qui est une collègue qui intervient en tant que chef de service du service d'accueil et d'accompagnement social. Et puis Luc Ménon, qui change de casquette, puisque là vous allez avoir une dimension régionale, puisque vous êtes vice-président.
on ne me trompe pas, hein, c'est parce qu'il y a président délégué, vice-président, voilà. Vous êtes vice-président de Mobile Bourgogne-Franche-Comté. C'est cela? Voilà. Donc on va commencer, puisqu'elle a fait, le voyage pour venir témoigner par Héloïse Grassi du CIAS de Mèche. Alors c'est un autre territoire, hein, on n'est pas exactement sur la même configuration, même si vous avez certainement des problématiques qui concordent avec certains de nos publics, notamment sur le vieillissement de la population, sur un territoire comme le vôtre. Quelle solution, et vous n'avez pas forcément non plus les mêmes moyens en termes de connectivité, quelle solution en termes de mobilité pour des publics fragiles avez-vous pu identifier et mettre en place? Le CIAS du Pays de Mèche rayonne sur 42 communes pour 19 000 habitants. Donc c'est 36 communes avec moins de 500 habitants, pour vous dresser un petit peu le portrait du territoire. Il y a une seule et unique ligne de bus et 7 arrêts. Donc 7 arrêts pour 42 communes, effectivement, voilà, on a des problématiques de mobilité. On a mis en place un TUS, un transport d'utilité sociale. C'est un véhicule qui sillonne ce territoire pour 4 € maximum par trajet et pour n'importe quel motif, que ce soit côté vie sociale, voir de la famille, des amis, aller à des loisirs, que ce soit aller chez le médecin ou faire ses courses. Ça fait une année qu'on a commencé, on a parcouru plus de 15 000 kilomètres de trajet, donc c'est un franc succès. On a principalement un public de seniors, mais pour autant, on touche tout le monde, que ce soit des apprentis quand ils vont en stage, que ce soit des mères qui emmènent les enfants parce qu'il n'y a qu'un véhicule dans la famille, le mercredi à des loisirs. Donc voilà, on a des seniors qui ont pu reprendre des activités qui n'osaient pas demander à la famille ou aux voisins, qui ont pu reprendre des loisirs. Donc ça marche vraiment du tonnerre. Grâce à des appels à projets, on a pu financer uniquement par ce biais-là. On s'étend depuis un mois en dehors du territoire pour les trajets médicaux, parce que nous n'avons aucun spécialiste sur notre territoire. Donc maintenant, on transporte pour maximum 50 € l'aller-retour. Donc le plus grand trajet, c'est Besançon, pour aller, que ce soit à l'hôpital ou voir des spécialistes. Ce projet va encore s'étoffer avec d'autres fonds, d'autres appels à projets, avec un partenariat avec la Route Secours, donc avec monsieur Menant qui est ici, avec la location solidaire. Donc voilà, pour toucher un autre public, avec une création de lignes de covoiturage, mais de façon très locale, avec nos entreprises, avec vraiment des besoins purement spécifiques à notre territoire, et donc avec le recrutement d'un chargé de mission qui va coordonner aussi la création de voies douces. On va mettre aussi en location des vélos électriques, donc voilà, un projet assez complet qui pourra toucher, on espère, monsieur et madame tout le monde, parce que vraiment, voilà, nous, ça touche beaucoup les seniors, beaucoup les jeunes, mais au final, maintenant, ça coûte cher d'avoir un véhicule, ça coûte cher d'aller travailler, donc vraiment, le but, c'est qu'on puisse aider tout le monde. Merci pour votre illustration et puis ce projet que nous ne portons pas directement, nous, de façon similaire pour les raisons que j'ai évoquées. Marie-Zéalphe, transport d'utilité sociale, c'est ça ce que vous avez évoqué. Pour vous, c'est un pléonasme ou c'est un objectif? Non, c'est une bonne initiative de votre territoire. En fait, nous, on a Jinko Access sur lequel on travaille et qui transporte alors pour un trajet pour 1,40 €. Mais effectivement, voilà, on a peut-être un réseau qui nous permet effectivement cette tarification, mais sur lequel on a beaucoup travaillé et qu'on a bien amélioré l'automne dernier. C'est-à-dire que c'est un service sur réservation et on permet maintenant aux usagers de réserver jusqu'à 1 heure avant leur déplacement. En fait, avant c'était la veille au soir jusqu'à 18 h. Et on voit que depuis le mois de septembre dernier, où on a mis ça en place jusqu'au mois de janvier, on a plus de 6% d'utilisateurs sur le réseau Jinko Access, mais surtout toutes les réservations qui sont faites sont assurées. Parce que du coup, le transport à demande circule et permet de récupérer plusieurs personnes à la fois quand on a les réservations. Donc, chose qu'on ne pouvait pas avoir avant, il était hyper saturé. Et du coup, là, toutes les réservations qui sont faites sont assurées. Mais c'est vrai que c'est important de permettre aux usagers d'avoir un transport adapté. Alors, comme vous le dites, il y a d'autres choses, le covoiturage, le vélo. Il y a aussi la liaison avec les lignes Mobigo qui sont importantes, en fait, avec la région, avec
laquelle nous on travaille beaucoup, parce que pour 1,50 €, on va de Besançon à Pontarlier, on va de Besançon à Vesoul, et ce sur quoi il faut que je pense nous travaillons tous, c'est l'interconnexion et l'intermodalité. On peut changer de transport 2 ou 3 fois pour un même trajet et permettre à des usagers d'avoir effectivement une utilisation de plusieurs transports pour se rendre, soit se faire soigner, soit aller à des rendez-vous. Et ça, c'est hyper important et c'est sur ce quoi il faut qu'on travaille. Je pense aussi qu'il faut qu'on travaille aussi sur la tarification commune entre la région et les agglomérations. Enfin, c'est un gros travail à mener pour permettre aux usagers d'avoir tous les services qui leur sont nécessaires. Merci à vous, Marie. Maintenant, en partant de cette expérimentation, pas d'une expérimentation, puisque maintenant c'est un dispositif qui fonctionne à la fois sur le dispositif Jinko Access de Besançon depuis plusieurs années, et puis sur le CIAS de Mèche. À l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté, qu'est-ce que Mobile BFC et qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme exemple de projets développés sur le territoire de la grande région? Alors Mobile BFC, en fait, c'est venu d'un souhait de plusieurs structures, acteurs mobilité de Bourgogne-Franche-Comté lors de la fusion des régions il y a maintenant plusieurs années, de se regrouper et de travailler ensemble. Parce qu'on a tous un défaut dans notre métier, c'est qu'on est seul. On s'occupe souvent de personnes isolées, mais nous, souvent, en tant qu'administrateurs ou en tant que salariés, on est seul face aux problématiques financières, administratives ou autres. Donc on s'est réunis, c'est comme tous les réseaux, on a aujourd'hui des échanges de pratiques, on a répondu à des projets communs, et le but c'est de permettre aux personnes de se rencontrer et surtout, vu qu'on fait partie d'un réseau régional, d'augmenter notre professionnalisme. C'est-à-dire très clairement de mettre en place, aujourd'hui ça change, on vient de parler de transport d'utilité sociale, on peut aussi parler de transport à la demande, de transport accompagné à la demande, enfin il y a énormément de choses qui changent, que ce soit au niveau juridique avec la mise en place de la loi d'orientation des mobilités par exemple, et des différences de compétences. Donc nous, on est là un peu pour faire l'interface. Et puis on est en lien, vous avez parlé de Mobigo tout à fait, on est en lien avec la région, on est en lien avec les départements justement pour permettre, le but très clairement, pour permettre en fait de mettre en place des solutions qui soient adaptées au territoire. Quand on parle de Besançon, on va s'appuyer, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le réseau de transport en commun. Mais si on va à Mèche, ou si on va entre Besançon et Mèche, si vous avez, je reprends votre exemple, une ligne de bus le matin et une le soir, ça ne va pas suffire. Sur certains départements, on peut par exemple utiliser les bus scolaires. Sur d'autres, non. Et à quelles conditions? En fait, le but, c'est de pouvoir répondre en fonction des besoins des habitants et en fonction des spécificités du territoire. Donc en fait, on est là un peu pour couvrir les zones blanches. Les adhérents, on a tous des statuts différents. On a des pays, PETR du Doubs central par exemple, avec un autre transport à la demande qui s'appelle Tadou, sur Baume-les-Dames, entre autres. On a des missions locales, comme par exemple en Côte d'Or, à Beaune par exemple. On a des chantiers d'insertion, qui, pour leurs propres salariés, ont mis en place des transports à la demande, comme à Lons-le-Saunier, par exemple, et qui ont du mal d'ailleurs à le financer, alors que les collectivités leur demandent, mais on ne pourrait pas l'élargir. Mais ils disent, oui, d'accord, on peut l'élargir. Mais pour ça, il faut des financements, parce qu'il faut des véhicules, et puis il faut aussi les chauffeurs. Sachant que, par exemple, là, ça pourrait être un support d'insertion. On a aussi des associations loi 1901, telles que la Route Secours, mais d'autres également. Donc on est vraiment très très différents. Et on a tous des actions différentes. Il n'y a pas de modèle unique dans la mobilité. On a tous des actions. On a parlé d'Agir, par exemple, qui fait de l'auto-école sociale. Il y a des chantiers d'insertion, je l'ai dit, qui font des garages solidaires. Des choses aussi très clairement, des objectifs de Mobile, c'est de pouvoir, si possible, en fonction des moyens qu'on aura et des difficultés auxquelles on va répondre, de pouvoir couvrir les zones blanches. Parce qu'aujourd'hui, si on prend que le département du Doubs, il y a des zones blanches. Il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup d'actions. Et les zones blanches, alors il y a les zones territoriales, mais il y a aussi les publics. On s'adresse, nous, principalement au public en insertion socio-professionnelle, mais il y a également le public en insertion sociale. Vous avez parlé effectivement du handicap, et là, je pense que dans les témoignages qu'on a eus, justement, ils sont vraiment, pour le coup, assez édifiants et caractéristiques. Donc Mobile, c'est un peu tout ça. Et puis la dernière chose sur laquelle on travaille, et il y a un projet qui se développe au niveau national, et il y a 6 structures dans la nôtre qui ont été, retenues à ce titre-là, c'est un projet sur l'écomobilité inclusive. Aujourd'hui, la mobilité, il y a aussi tout ce qui est transition énergétique.
Il y a aussi tout ce qui est climat, dérèglement climatique. On se doit, nous, acteurs de la mobilité inclusive, d'intervenir aussi. Alors, il y a la mobilité inversée, tout à fait. Enfin, non, pardon, je ne sais plus où ils sont, mais c'est les deux personnes qui étaient là tout à l'heure. Il y a les mobilités douces, les mobilités actives et les mobilités partagées. On est vraiment là, nous, pour travailler sur ce sujet et permettre à nos publics, donc les publics les plus en précarité, si je puis dire, de pouvoir accéder également à ces nouvelles mobilités. D'où ce besoin d'absolument innover et de s'adapter à chaque territoire, à chaque public. En permanence, tout à fait. Très bien, merci beaucoup. On vient de parler de la Bourgogne-Franche-Comté. Moi, je vais demander à David Roy, que je n'ai pas appelé parce que je n'avais pas vu qu'il y avait encore un siège libre. Je ne voulais pas que vous soyez trop confinés. C'est un mot qui me plaît plus beaucoup actuellement. Vous avez fait le voyage, vous êtes également mobile, vous êtes conseiller mobilité à Pays de Montbéliard Agglomération, qui est également un territoire particulier. Hein. Je ne présenterai pas la deuxième ville du département et son agglomération qui est assez hétérogène en termes d'urbanisme et de continuité, de couture urbaine. Quelle est votre approche en tant que conseiller mobilité et quel est l'outil que vous avez choisi de développer en la matière? Effectivement, sur Pays de Montbéliard Agglomération, donc c'est 73 communes. Depuis la loi NOTRe de 2017, on a beaucoup intégré de communes rurales, donc c'est vrai que c'était un changement au niveau de la mobilité chez nous, puisqu'avant, effectivement, on faisait beaucoup sur du transport en commun avec des lignes régulières. Et là, il a fallu développer effectivement tout un tas de choses comme le transport à la demande et puis après tout un tas d'autres services. Donc, alors juste pour que vous disiez, moi, le rôle de conseiller mobilité, déjà à la base, c'est d'aller à la rencontre des collectivités et puis des entreprises de notre territoire pour essayer de promouvoir et puis d'autres modes de déplacement que la voiture. Donc, c'est de faire effectivement la promotion de tout ce qui est transport en commun, des mobilités douces, du covoiturage, etc. Donc sur le territoire, on a aussi, alors je vais faire un peu redondance parce que ça a déjà été dit, mais on a un service effectivement de location de vélo. Donc on a choisi la location longue durée parce que sur notre territoire, les communes urbaines, on va dire, sont trop rapprochées les unes des autres, donc ça demanderait beaucoup de stations. Et puis après, comme vous l'avez dit, on a une spécificité, c'est que les communes rurales, on est séparés avec des vallées, il y a l'autoroute qui passe au milieu, il y a aussi les rivières. Donc c'est assez compliqué pour faire du service de location de vélo à la demande, enfin à tous les jours. Et puis on a mis en place effectivement avec notre délégataire une plateforme de covoiturage avec l'opérateur Caros. Et en fait c'est aussi pour faciliter les trajets domicile-travail surtout. C'est sur ces petites distances des fois aussi pour l'insertion, pour que les gens qui n'ont pas de moyens de locomotion puissent se rendre sur leur lieu de travail. Donc le principe, c'est effectivement que le covoiturage coûte 1 euro en fait, à la personne. C'est un peu le principe du prix du ticket à l'unité chez nous, qui est de 1 euro, donc pour pas que la personne effectivement ait une trop grosse dépense. Et elle peut payer 7 euros via la plateforme, donc l'application Caros, mais aussi par le biais d'un ticket de bus, puisqu'on a des tickets de bus dématérialisés, donc elle peut aussi utiliser cette façon-là pour payer son voyage. Par contre, le conducteur, lui, va toucher 2 euros. Et en fait, donc 1 euro du passager donc qui prend la voiture. Et puis l'agglomération a décidé de subventionner le 2e euro. Donc pour tous les voyages qui se font dans le territoire de PMA, donc d'un point de départ de PMA et d'un point d'arrivée à PMA. Donc le trajet coûtera 1 euro à la personne, mais le conducteur lui touchera 2 euros avec 7 euros subventionnés. Il y a 2 exceptions, puisque sur notre territoire, c'est un petit peu particulier. On a aussi l'hôpital et puis la gare TGV qui sont plus sur le territoire de Belfort. Mais les gens qui veulent faire ces voyages-là sur ces deux sites bénéficient aussi de la subvention de la gare. Très bien, merci pour ce témoignage qui illustre également un dispositif qui a été innovant, puisqu'il mixe à la fois une solution préexistante en termes d'application de plateforme, mais également une volonté de la collectivité d'intervenir par rapport à des besoins, comme vous le disiez, d'insertion professionnelle, mais forcément également d'insertion sociale. Karine Boisset, chargée de mission des CCAS du Doubs. Il y a quelque temps, les CCAS de l'Union départementale ont travaillé ensemble, enfin certains d'entre eux, sur une question assez importante qui est l'insertion professionnelle.
confronter les problématiques très variées de CCAS issues de territoires, là aussi hétérogènes, ça a permis de dégager quelques grandes lignes, notamment les mobilités sur lesquelles vous n'avez pas encore travaillé précisément, mais le rôle, puisqu'on parle, on vient d'évoquer plusieurs territoires, notamment le CIAS de Mèche, mais le CCS de Montbéliard qui est également au sein de l'UD, si je ne m'abuse. Quel est encore une fois, si devant votre présidente, quel est le rôle moteur, le rôle d'entraînement et de réflexion de l'UD-CCAS dans ce genre de problématiques? Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais déjà rappeler en quelques mots ce qu'est l'UD, parce que l'UD-CCAS du Doubs, je pense que tout le monde ne le connaît pas. En fait, c'est une association qui accompagne les CCAS et les CIAS du département dans la mise en place de leur politique sociale. Donc nous avons vraiment plusieurs manières, plusieurs modalités pour intervenir auprès de nos adhérents. Alors on peut organiser des thématiques, des journées thématiques vraiment sur des thèmes qui intéressent au premier plan les CCAS, des thèmes d'actualité. On a travaillé sur la santé mentale, on a travaillé sur le vieillissement, sur l'insertion professionnelle également. On peut également, je ne sais pas, mettre en place des demi-journées d'information sur les évolutions réglementaires. On accompagne également sur le montage des appels à projets. Enfin, vous voyez qu'on a vraiment de nombreuses modalités. Mais une des manières qui est la plus pratique aussi et la plus demandée, ce sont les groupes de travail. Donc ces groupes de travail sont mis en place par l'Union départementale avec les CCAS qui sont intéressés. Il faut savoir que nous avons pour l'instant une quarantaine de CCAS et CIAS adhérents sur le département. Donc vous voyez que la réflexion peut être profonde et vraiment aller loin. Et en fait, lors de ces groupes de travail, notre objectif est vraiment de trouver vraiment des partages de bonnes pratiques, de mettre en place des fiches actions qui sont adaptables sur l'ensemble des territoires. Mais on s'est rendu compte que quelle que soit vraiment la thématique que l'on aborde, au bout d'un moment, la mobilité et les mobilités sont au cœur des préoccupations. Il faut quand même souligner que le Doubs est un département fortement rural. Donc effectivement, les problématiques que l'on a abordées là, qui étaient plus sur de l'urbain, ne représentent pas la totalité des préoccupations de nos adhérents. Donc l'idée souvent c'est que voilà, un CCAS comme le CCAS de Montbéliard va expliquer ce qu'il propose à sa population, pareil pour les d'autres CCAS, et les petits CCAS qui ont moins de moyens, qui ont moins aussi de finances pour ça, s'emparent un petit peu des idées des uns des autres pour pouvoir travailler eux leurs propres projets. Et donc effectivement, je vous dis, cette mobilité, on l'a retrouvée dans la problématique du vieillissement. Cette année, on va travailler sur le non-recours. Donc là encore, on commence à pointer ceci. Et sur l'insertion professionnelle, qui est une étape qu'on a travaillée également il y a 2 ans, mais qui continue encore un petit peu à nous préoccuper. Effectivement, on s'est rendu compte que la distance des uns et des autres sur les territoires ruraux ne pouvait pas être réglée simplement en organisant des temps en visioconférence ou bien des choses à distance. Donc on travaille aussi, je pense que les CCAS travaillent aussi vers le aller vers, mais tout ne se résout pas avec le aller vers. Donc en fait, quand on s'empare d'une thématique et on essaie vraiment de partager les pratiques pour pouvoir pour que les uns et les autres puissent s'entraider, tout simplement. C'est ça la force en fait de l'UD, c'est l'idée de réseau pour partager des choses, des bonnes pratiques et de trouver des solutions ensemble. Des solutions innovantes, ce qui justifie votre présence ici. Merci Karine. Odile Galli, vous n'êtes pas, ou en tout cas pas encore directrice des solidarités. Vous devez ce titre un peu usurpé. Je reconnais la directrice, c'est Catherine Filaquier qui est ici. Et c'est de sa faute. C'est de sa faute en fait parce qu'elle a eu la noblesse de considérer qu'Odile, vous étiez plus légitime pour intervenir en direct et témoigner, et ce qui fait qu'on a interverti les noms, mais pas les titres, voilà, mais c'est un quart d'heure de gloire je vais en profiter. Qui sera vite passé, et je pense que ça vous fait un plaisir, connaissant votre ego démesuré. Vous travaillez avec un public extrêmement mobile, hélas, puisque parfois insaisissable, puisqu'il s'agit des personnes qui sont
à la rue ou dans la rue. C'est selon. Karine Boisset parlait du aller vers, qui n'était pas l'alpha et l'oméga, mais néanmoins, avec ces publics-là, ça commence par là. Dans beaucoup de villes, c'est ce qu'on appelle des maraudes, c'est souvent assuré tant bien que mal par des associations et par des bénévoles. À Besançon, c'est une partie de vos agents, de votre service, qui effectue cette mission 7 jours sur 7. 5 jours sur 7 en journée et 7 jours sur 7 la nuit. Je ne rentre pas dans les détails, 7 jours sur 7, ils sont sur le pont. Ils sont sur le pont. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur à la fois les moyens et la façon de réaliser et avec qui et pour qui? Donc c'est vrai que le SAS, en dehors de ses missions d'accueil, d'accompagnement, de domiciliation et de mise à l'abri, donc va vers les publics sans domicile du territoire byzantin. Donc Madame Vanlin, Monsieur Kremer l'ont déjà évoqué tout à l'heure. Et donc pour aller vers, c'est à travers le dispositif de veille mobile. Alors, Monsieur Kremer, je vous reprends, on n'a pas seulement une voiture, on a 2 vélos électriques et même s'ils ne mangent pas 5 légumes et 5 fruits par jour, ils font plus de 10 000 pas par jour. Les agents qui font la veille mobile. Donc, on n'a pas qu'une voiture. Donc, les agents de veille mobile, il a fallu en fait qu'on s'adapte. On s'adapte parce que la maraude, elle existe depuis longtemps au CCAS. Mais elle s'est adaptée au fil des années et notamment parce que tous les sans domicile fixe n'étaient plus seulement au centre-ville, mais aussi sur les zones commerciales et qu'il fallait de plus en plus aller faire des endroits où on n'allait pas obligatoirement avant. Et aussi, on s'est aussi adapté parce que la veille mobile, comme le disait la personne du secours populaire tout à l'heure, c'est bien sûr aller vers pour créer du lien social, mais de plus en plus, on s'apercevait que, moi, je pense que c'est aussi un outil, bien sûr, de non-recours, et on se rendait compte quand même que d'aller vers, d'établir du lien, d'établir une relation de confiance, c'était bien, et d'essayer d'amener les gens vers le service, c'était bien, sauf que ces personnes ne vont pas obligatoirement dans les services administratifs, même le nôtre. Donc, aujourd'hui, on peut s'équiper, on est équipé d'iPhone, on est équipé d'une tablette. Donc, en fait, aujourd'hui, on expérimente, et ce sont des travailleurs sociaux, plus une infirmière des liens de soins mobiles 2 jours par semaine, qui vont vers les personnes dans la rue et qui font les démarches sur leur environnement de vie. C'est-à-dire soit dans la rue, dans des abris de fortune, des caravanes, des gens qui sont dans leur voiture. Mais en tout cas, toutes les démarches aujourd'hui peuvent se faire à l'endroit où les gens sont. Et en fait, là, du coup, il y a vraiment une vraie réussite sur le non-recours parce que même si ça met du temps, comme vous le disiez tout à l'heure, et puis des allers-retours, parce qu'on peut avoir 3 rendez-vous loupés à la mairie pour faire une carte d'identité. Et puis le jour où la carte d'identité est faite, 2 semaines après, elle est perdue, il faut tout recommencer. Donc il faut être patient. Mais en tout cas, donc c'est des démarches de recours au droit. Donc principalement, la première chose, c'est la carte d'identité pour avoir accès aux ressources, pour avoir accès aux droits santé. Et c'est vrai que c'est professionnel. Et puis donc des travailleurs sociaux qui peuvent faire les rapports sur l'environnement, et aussi l'infirmière des lieux en santé pour l'accès à la santé, pour amener les personnes chez le médecin, pour faire des bilans médicaux, ou tout simplement faire de la prévention. Et on travaille aussi pas mal avec l'équipe de l'EMPP, donc équipe mobile, précarité, prévention, qui sont dans nos locaux, qui sont donc des infirmiers et des professionnels du centre hospitalier de Nos-Villards, donc qui sont spécialisés en psychiatrie, avec qui on peut effectuer des maraudes aussi régulièrement pour des personnes qui connaissent des problèmes psychiques dans la rue, globalement. Globalement, c'est ça, et c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de visites et beaucoup de kilomètres en effet. C'est à peu près, il y a à peu près 250 personnes vues chaque mois. Alors,
pas différentes, hein, obligatoirement. Et puis, juste dire que l'hiver, on a une veille de nuit, la nuit, mais là, on est plus sur de l'urgence sociale, sur des réponses 115, des réponses aux citoyens, amener des couvertures, un peu de nourriture à des gens qui dorment dans la rue. Oui, et tout le travail d'accompagnement qui est fait en aval Bien sûr. vers le logement et dans le logement, sur le service hébergement logement accompagné, oui. et encore entre les deux sur la nuit des glaciers. Oui, voilà. Dans l'accès au droit, j'ai complètement oublié l'accès à l'hébergement et au logement, pourtant c'est le cœur de notre travail. Donc effectivement, amener vers et faire avec, hein, pour amener à l'hébergement. Et puis, dans le cadre de la politique du logement d'abord, on a une action de la rue au logement où, eh bien, ça c'est aussi plutôt quelque chose de positif, puisque on a réussi, par exemple, l'an dernier, enfin réussi, c'est pas nous comme réussi, c'est les personnes qui se sont mobilisées, mais en tout cas ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnes de la rue qui sont passées de la rue au logement, des personnes qui ne pouvaient plus du tout aller en hébergement, en ne mettant quasiment jamais les pieds au sas. C'est-à-dire que toutes les démarches se sont faites dans la rue, et ils ont vraiment accédé de la rue au logement. Et de facto, on a levé des freins. Voilà. Philippe Kremer, en conclusion, cette veille mobile qui est le premier degré, indispensable degré de l'aller vers pour les plus éloignés des droits et du logement, je pense que ça vous tient particulièrement à cœur dans tout le dispositif de la direction des solidarités. Oui, déjà je m'excuse pour les 2 vélos électriques, mais on ne nous dit pas tout. Donc, oui, non, mais je voudrais, la veille mobile, Gilles l'a très bien expliqué, je ne vais pas revenir dessus, mais je voudrais qu'au niveau de la mobilité, on pense à autre chose. Ça, c'est une des missions du CCAS, c'est aller vers. Mais la mobilité, ça serait bien qu'on puisse faire. Il y a des personnes isolées qui sont âgées, ou pas du reste, qui sont déconstruits, que pour des raisons diverses et variées, qui ont eu un accident de la vie, qui sont malades, qui sont quelque chose, et qui sont, ils s'appellent isolés, c'est-à-dire qu'ils ne sortent plus de chez eux. Et les mobilités, là c'est important. Alors il faut aller vers ces personnes. Au CCAS, il y a quand même une équipe, il me semble, à la maison des seniors, qui téléphone régulièrement à tous les gens qu'on a repérés, qui sont isolés. Et on essaye d'aller vers eux, de prendre contact avec eux, de rentrer chez eux et de trouver les raisons pourquoi ils ne sortent plus. Et si on peut, c'est une grande réussite, quand on arrive à les remettre dehors, ne serait-ce qu'aller faire leurs courses. Parce que leurs courses, c'est les voisins qui les font. Ils sortent plus. Ils sont pas en cellule, mais c'est à peu près ça quand même. Donc ça, c'est important. Dans la mobilité, il faut qu'on pense à toutes ces personnes isolées qui, et il y en a beaucoup quand même, qui sont en général âgées et qu'on oublie. Je voulais parler aussi, alors moi je voulais parler d'un quelque chose, mais ça va être plus vaste que ça. Je voulais parler au niveau de la région, ça serait bien qu'on arrive à avoir une vraie politique ferroviaire. Parce que la mobilité, c'est aussi les trains. Et là, on est plutôt en train de nous supprimer des trains que d'en rajouter. Et ça, c'est un vrai problème. Si vous voulez aller à Dijon, si vous voulez aller à Pontarlier, je ne sais pas où vous voulez, la ligne des horlogers, tout ça, bon, voilà. Et puis après, en conclusion de cette table, je voudrais juste dire que tous les gens qui sont autour de cette table, je trouve qu'ils sont magnifiques, que les travailleurs sociaux sont magnifiques. Il faut les remercier. Ils ont tous des responsabilités, qu'ils soient présidents d'associations, vice-présidents de GBM. Je veux dire que c'est pas rien quand même. Et tout. Si, non, il faut le dire. Et voilà. Et que je suis assez content de travailler en transversalité avec tous ces gens. Voilà. Merci Philippe Kremer, merci pour cette transition qui ouvre et qui va même déjà entamer un petit peu, mais c'est pas grave, la table ronde qui aura lieu à partir de 16h justement sur les problématiques des personnes isolées ou dites empêchées, notamment personnes âgées isolées à leur domicile. Je remercie l'ensemble des participants.
On n'a presque pas du tout rattrapé le retard qu'on avait au départ, mais c'est logique. On aurait pu également faire 2 voire 3 demi-journées sur cette thématique de mobilité. On parlait de l'éloignement géographique. On aurait pu parler également d'éloignement psychologique, notamment par rapport à France Service, aux antennes sociales de quartier, à nos dispositifs de proximité. Mais voilà, il faut faire des choix et je crois que l'intérêt, c'est aussi de pouvoir échanger sur les stands. Et je vous engage à retrouver le Grand Cursal pendant une demi-heure, 45 minutes. On aura peut-être encore un petit retard. L'important, c'est qu'on finisse avant 18h pour la remise du prix de l'innovation sociale. Merci à vous.